Vous écoutez l'épisode 157 du podcast Mes trucs de prof. Dans ce 5e volet de la mini-série sur le bien-être numérique, je vous parle de citoyenneté, de courtoisie et d'éthique. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle spécialisée dans l'accompagnement des professionnels de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, des conseils, des découvertes, avec l'intention de réfléchir et de faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques et par ricochet dans la vie des élèves. Mes trucs de prof est disponible sur toutes les plateformes et également sur le site mestrucsdeprof.fr. Et si vous avez envie de travailler avec moi, je vous propose de faire un tour sur mestrucsdecoach.fr pour découvrir les différents accompagnements que je propose, qu'ils soient individuels ou collectifs. Alors je vous retrouve pour ce 5e et avant-dernier volet de cette mini-série sur le bien-être numérique. Donc dans cet épisode, je vais cette fois-ci vous parler de la dimension un peu plus éthique et citoyenne du bien-être numérique. Parce que le bien-être numérique, c'est aussi trouver comment faire coïncider nos usages avec nos valeurs, nos besoins, dans le respect de soi et de notre sécurité, mais aussi dans le respect des autres, de la planète, des règles, etc. Donc c'est un vaste sujet et je ne pourrais pas être à la fois concise et à la fois exhaustive dans cet épisode. Donc je vais vous parler de courtoisie, de civilité dans nos interactions digitales, de sécurité et de gestion des données, d'empreinte écologique digitale. Et puis l'objectif de ce volet est d'aller vers une consommation consciente de contenu et du digital en général, et puis de développer notre esprit critique. Donc pour commencer, je voudrais d'abord évoquer la question du respect et de la courtoisie digitale. Parce qu'il est question de notre bien-être numérique, mais aussi de contribuer à celui des autres. Donc ce respect et cette courtoisie peuvent prendre diverses formes. Ça peut être dans notre façon de communiquer et d'être vigilant ou vigilante à avoir des échanges qui soient courtois et constructifs. Et au-delà de la politesse, c'est vraiment faire preuve d'empathie dans notre communication en ligne, notamment savoir que de l'autre côté de l'écran, il y a un autre être humain, un autre être émotionnel. C'est également avoir conscience que nous consommons tous différemment les contenus et que nous ne venons pas tous trouver ou diffuser la même chose. Et vraiment, je vous invite à prendre conscience, pour commencer peut-être, de ce que vous venez chercher sur les réseaux ou sur le web ou en allant sur un blog, etc. Et ensuite, de vous demander si les personnes qui diffusent ce que vous lisez ou qui commentent ont les mêmes objectifs que vous. Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire, et cette prise de conscience, elle va pouvoir vous aider à ajuster à la fois les contenus que vous allez consommer, mais aussi votre manière d'interagir avec ces contenus. Donc là, la courtoisie, elle est dans comment je vais interagir de manière courtoise et respectueuse avec les contenus tout en étant dans l'interaction justement, et trouver la juste posture entre je fais attention mais je me censure pas, je dis ce que j'ai à dire mais je fais attention à où je suis, à qui je le dis et à comment je le dis. Peut-être que vous cherchez de l'authenticité en venant sur tel ou tel média social, ou peut-être que vous cherchez plutôt des informations hyper précises et scientifiques, ou alors peut-être que vous cherchez à vous divertir, ou peut-être que vous cherchez au contraire de l'engagement, de l'activisme, enfin peut-être un petit peu de tout. Et c'est important d'avoir en tête que c'est pas forcément le cas de tout le monde et de pouvoir ajuster vos postures et vos contenus. Et puis, la courtoisie digitale, c'est aussi dans la façon dont on va utiliser les moyens de communication. C'est-à-dire comment on utilise les moyens de communication digitaux en respectant les autres et en respectant la vie des autres. Ça veut dire par exemple ne pas attendre de réponse immédiate, ne pas solliciter aussi les personnes pour des sujets professionnels par exemple à n'importe quelle heure. En gros, cette courtoisie, elle nous invite à respecter la vie des autres, et c'est aussi parfois respecter la sensibilité de chacun et chacune.
par exemple, en n'envoyant pas du contenu qui peut choquer sans mettre ce qu'on appelle un trigger warning ou un traumavertissement, c'est-à-dire sans prévenir, attention, contenu sensible ou information sensible. Il y a des personnes qui sont sensibles et qui n'apprécient pas de recevoir, je sais pas, l'annonce du décès de telle star ou telle personne de la famille, etc., par SMS sans avertissement ou une image un peu choquante. Donc ça fait partie aussi de la courtoisie digitale, de penser à comment la personne de l'autre côté, elle va recevoir notre message, notre question, et de se demander quelles émotions ça peut générer chez l'autre, quelles émotions, quel stress, est-ce que ça peut être stressant, voilà, et d'être vigilant. Il y a plein de situations, que ce soit quand on écrit un message sur Pronote aux profs de nos enfants, ou qu'on écrit un message aux parents d'élèves, ou à un collègue, ou à nos parents, à nos enfants, il y a vraiment cette question-là de questionner du coup sur l'effet produit par nos messages, par l'heure de nos messages, par le contenu de nos messages, par le ton de nos messages, etc. La courtoisie digitale, c'est aussi savoir si on dit quelque chose publiquement ou en privé. Ça peut concerner, d'ailleurs dans le cadre privé ou professionnel, ça peut concerner les répondre à tous par mail, ou les réponses dans un groupe ou en privé, ou le fait de contribuer à une vague de propos ou commentaires négatifs en commentaire d'une publication. Il y a vraiment cette idée de pouvoir décider, est-ce que je le dis devant tout le monde ou pas, est-ce que je l'envoie en message privé ou pas, est-ce que je le dis de manière digitale ou est-ce que j'attends de voir la personne en vrai. C'est un vrai arbitrage important, toujours dans cette idée d'empathie et d'être vigilant à ce que la personne en face va recevoir, et donc au bien-être numérique de l'autre personne. Je reprends l'exemple des commentaires et de l'intention sur laquelle je vous demandais de réagir tout à l'heure, parce que récemment, je me suis vue quitter un groupe sur un média social parce que ça me mettait mal à l'aise de voir assez fréquemment des personnes qui viennent poster publiquement une demande d'aide ou une demande d'avis sur une pratique professionnelle. Et dans les réponses, il n'y avait pas que des réponses d'aide de la part des collègues, il y avait aussi tout un tas de jugements à peine cachés, de jugements de valeur, de jugements des pratiques, etc. Et ça, je trouve que d'un point de vue de la courtoisie digitale, justement, on ne se rend pas compte de l'effet produit. Nous, on se dit qu'on est à faire un commentaire, mais quand la personne qui a posté ça, elle se reçoit 35 notifications avec quelques conseils, mais aussi beaucoup de jugements, alors que c'est pas ce qu'on venait chercher, je trouve ça un peu compliqué. Et en plus, on peut tous avoir des fois des choses qu'on voit sur les réseaux qui ne nous conviennent pas, qui ne conviennent pas forcément à nos valeurs, à notre façon de faire la classe, par exemple, etc. On n'est pas obligé de venir donner son avis quand il n'a pas été sollicité. Après, il y a bien évidemment, quand il y a aussi choisir entre quand est-ce qu'on s'engage et quand est-ce qu'on ne s'engage pas. Quand on voit des choses qui sont erronées et qu'on a envie de les corriger, c'est encore différent. Et tout est dans le ton qu'on va utiliser pour pouvoir participer à des échanges sur Internet. Mais en tout cas, de garder cette dimension qui est, c'était quoi la demande de la personne, c'est quoi son intention, quelle est mon intention, qu'est-ce que je viens chercher, est-ce que la réponse que je vais fournir, elle va être constructive, est-ce qu'elle va permettre à la personne d'avancer ou pas, est-ce que c'est vraiment utile, ça va aider quelqu'un que je dise ça ou pas. Donc voilà, vraiment de prendre le temps de se questionner. C'est pareil, par exemple, pour l'orthographe, en fait. Parfois, il y a des moments où ça peut être sympa d'aller prévenir quelqu'un discrètement en message privé, etc., qu'il a fait une erreur d'orthographe et de lui laisser la possibilité de corriger ou pas. Et puis parfois, ça n'a aucun intérêt parce que sur tout le contenu, on n'a pas pris le temps d'aller commenter le contenu de la personne qui était peut-être de qualité. Par contre, on a pris le temps d'aller lui signifier qu'il y avait une petite coquille qui n'est pas très importante et qui n'a pas nuit aux propos. Donc je vois pas vraiment à quoi ça sert d'aller assassiner quelqu'un sur son orthographe, sauf si on a vraiment pour projet de lui donner des cours et de le faire progresser en orthographe. Un autre point essentiel, me semble-t-il, sur la courtoisie digitale, c'est le fait de citer ses sources, de respecter les droits d'auteur, en gros de rendre à César ce qui est à César. Il y a une profusion d'informations sur le web, on en a déjà parlé, mais c'est courtois de pouvoir dire où on a pris les choses, permettre aux autres de retrouver les documents sources, et donc ça, je pense que c'est une attitude de base à avoir. Alors je me souviens que au début de l'apparition des blogs enseignants, il y a eu toute une vague de
il faut couper la source, faut pas montrer d'où ça vient, on peut pas montrer aux gens qu'on n'a pas fait les choses soi-même et qu'on les a pris sur un blog. Bon, je crois que ce temps-là, il est vraiment révolu et dépassé. On sait bien que maintenant, on peut utiliser Internet pour retrouver des sources inspirantes et très intéressantes. Donc, je crois que c'est pas très honnête de faire croire qu'on fait des choses soi-même alors qu'on les a piquées à d'autres, et que c'est plutôt valorisant et honnête, au contraire, de citer ses sources, de dire qui nous a inspiré, où est-ce qu'on a vu ça, etc. Et puis, il en est de même pour le respect des droits d'auteur, en fait. La courtoisie digitale, c'est tout simplement de ne pas s'approprier le travail intellectuel d'autres personnes. Je crois que j'en ai terminé avec la courtoisie, en tout cas pour le moment. Et là, j'aimerais bien vous parler toujours d'éthique, de numérique, d'esprit critique, etc. Et donc faire un petit point sur les fake news. Nous sommes toutes et tous récepteurs de ce genre d'infos, sujets à tomber sur des fake news un peu partout. On en reçoit parfois même directement sur WhatsApp ou dans nos messageries, voilà. Et comme je sais que je m'adresse principalement à des profs, je ne vous ferai pas l'affront de vous dire de vérifier les sources, etc., parce que ça, vous le savez. Mais par contre, ce que j'ai envie de dire, c'est que même en sachant ça, même en étant au fait de l'existence des fake news, et même en étant vigilant, il nous arrive parfois, enfin moi en tout cas, il m'arrive aussi parfois de me faire avoir ou de partager trop vite une info avant de m'en rendre compte, ou avant que quelqu'un, un ami, une copine me dise attention, ça c'est faux, etc. Ou que c'est pas tout à fait exact, ou qu'il y a un autre point de vue qui est possible. Et en fait, ce que je trouve intéressant de vous partager là, c'est ce qui peut expliquer tout ça. Donc encore une fois, ça c'est tiré du livre Connecté et heureux dont je vous ai parlé dès le premier épisode de cette mini-série. Et dans le livre, les auteurs expliquent qu'en fait, nous réagissons et que nous partageons beaucoup plus promptement toutes les informations qui vont avoir un caractère étonnant ou surprenant, mais aussi nouveau. Parce qu'en fait, on va être happé par l'engouement de partager en premier, ou l'engouement de surprendre ou d'avertir. Et c'est ça qui va nous faire partager parfois un peu trop vite les informations. Et c'est une question là, du coup, d'écouter un peu nos émotions ou ce que l'information génère chez nous avant de la partager. Et il y a même des personnes qui vont devenir addictes à ce phénomène d'excitation et qui vont surréagir à ce genre d'informations. Je pense qu'on a tous dans notre entourage quelqu'un qui nous envoie systématiquement ce genre d'informations. Attention, voilà, les trucs un peu chocs. Et parfois qui vont même avoir tendance à aller à la recherche de ces informations-là. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment de peut-être, la parade en tout cas, c'est d'être vigilant quand on a une nouvelle information qui nous paraît justement nouvelle ou choquante ou étonnante, peut-être d'avoir un petit temps de recul et de réflexion avant d'appuyer sur transférer ou partager. Un autre point à connaître pour faire preuve d'esprit critique, en tout cas dans nos usages du numérique, c'est la connaissance de l'algorithme. Alors c'est important, je pense, pour prendre du recul sur notre consommation et pour prendre un peu de distance sur ce qu'on voit, sur la quantité des choses qu'on voit, etc. Personne, je pense, ne sait vraiment, et en tout cas de façon durable, comment fonctionnent les algorithmes des réseaux sociaux, parce qu'ils changent tout le temps, ça change assez souvent. Mais par contre, ce qui est important d'avoir conscience, c'est qu'ils sont savamment élaborés pour maintenir notre attention et pour nous faire rester sur les plateformes. Donc ce qui fait que ce que vous voyez en général, c'est ce qui est très liké, ou alors vous allez voir tous les contenus qui sont susceptibles de vous faire rester sur la plateforme le plus longtemps possible, ou alors les contenus sponsorisés, ou bien ce que vous avez déjà beaucoup regardé. Et parfois, en fait, ça peut vous donner une représentation erronée de la réalité. C'est-à-dire que si vous regardez beaucoup de contenu politique, vous allez avoir beaucoup de contenu politique de ce que vous regardez et peu des autres, ce qui va vous donner peut-être une représentation erronée de la situation politique du moment. Voilà, pour l'exemple.
Un autre exemple, moi, il y a eu un moment où j'avais l'impression qu'il n'y avait que des coachs sur Instagram et que tout le monde devenait coach. Et ça, c'était parce que l'algorithme m'envoyait de plus en plus de publications de ce genre, ne m'envoyait que des publications de coachs. Et je m'en suis rendu compte parce qu'au même moment, en regardant sur le feed de mon conjoint, j'ai vu que lui, il me disait, mais moi, j'ai que des trucs, je sais plus ce que c'était, mais d'un autre genre que moi, je ne voyais jamais. Et en ce moment, je vois plus trop de coachs, mais par contre, j'ai liké 2-3 publications sur du crochet, et donc je ne vois que des publications sur le crochet en ce moment. Donc forcément, si vous ne likez que du contenu de profs, d'enseignants, etc., vous n'aurez que ça. Donc à la fois, il y a une espèce de régularité dans les contenus qu'on reçoit et qu'on voit, et en même temps, les réseaux sociaux nous surprennent tout le temps. Et c'est aussi ça qui nous tient en haleine. On y reste et on scrolle parce que on ne sait pas sur quoi on va tomber et ça va déclencher le FOMO et on continue parce qu'on se dit on va peut-être rater un truc super, etc. Et là, on revient sur cette question de dopamine, de circuit de la récompense, etc. Et dans le livre Connecté et heureux, donc, les auteurs disent, j'aime bien cette image, ils disent que c'est comme si tous les jours, à n'importe quelle heure, il y avait quelqu'un qui mettait une friandise différente dans votre frigo en quantité variable et vous ne savez pas quand, et bien forcément vous seriez tenté d'ouvrir tout le temps votre frigo pour voir s'il n'y a pas une nouvelle surprise, une nouvelle friandise, 2, 3, 4, de quel genre elles sont, même si vous ne les mangez pas vraiment parce que vous n'avez pas faim. Et donc en fait c'est ce que fait l'algorithme et je pense que c'est ça qu'il est important de savoir pour pouvoir ensuite essayer d'y résister ou de l'utiliser de manière consciente. Pour vous parler de citoyenneté et d'éthique, je voudrais aussi aborder le point de la sécurité des données et du RGPD. On a toutes et tous entendu parler de ce fameux RGPD qui signifie Règlement général sur la protection des données, et il y a d'ailleurs d'autres équivalents qui existent dans d'autres pays. Et en fait, ce qu'il faut comprendre pour comprendre tout ça, c'est que dans le monde du digital, nos données représentent de l'or digital. Et le RGPD, il va venir réguler tout ça pour nous protéger en fait, pour protéger nos données et pour que ce soit pas tout et n'importe quoi, qu'on collecte pas toutes nos données à tout va sans notre consentement. Et du coup, toute personne qui va détenir des données d'autres personnes doit connaître et respecter ce règlement. Donc quand on est prof, on doit traiter les données des élèves, des familles, etc. Et donc on doit le faire de manière légale et responsable et en connaissance de cause. Alors parfois ça peut avoir l'air d'être un truc chiant, mais en fait c'est hyper important de manière générale. Donc ce qu'on entend par données, ça va être toute information qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne. Donc ça peut être le nom, le prénom, nom de famille, etc., adresse, domicile, email, les coordonnées, les numéros de téléphone, etc. Ça va être aussi tout ce qui est identifiant, tout ce qui peut permettre de localiser quelqu'un, tout ce qui concerne les caractéristiques personnelles de quelqu'un, âge, sexe, date de naissance, etc. Ça va être aussi les données de santé, ça ne nous concerne pas souvent, mais n'empêche que... par exemple, quand on collecte les carnets de santé des élèves pour une visite médicale, ça doit être sous pli fermé, on ne doit pas y avoir accès et encore moins photocopier ou regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ça concerne aussi tout ce qui est photo, vidéo, voix, production. Tout ça, ce sont des données des élèves et des familles donc, qui sont soumises à la réglementation RGPD. Et puis il y a aussi les données financières, je sais pas, ça doit être rare, mais ça doit être aussi pour la cantine par exemple dans les collèges, voilà. Donc tout ça, ce sont des données. Et ça ne concerne pas seulement les données numériques, ça concerne aussi les données physiques, les versions papier. Donc je vais essayer de résumer les grandes lignes sans être chiante. Donc les données, elles doivent être collectées de manière loyale, légale et transparente. Ça veut dire que vous devez obtenir le consentement des gens pour collecter des informations sur eux, quelles qu'elles soient. Ils doivent savoir ce que vous allez en faire, quelles informations vous collectez, si vous allez les garder ou pas, ce que vous allez en faire, où elles seront stockées et pourquoi elles seront utilisées et pour quelle durée. Et les personnes, elles ont également le droit de rectifier, de supprimer, de limiter l'accès à leurs données.
en fait, vous n'êtes pas propriétaire des données de vos élèves et de leur famille. Les données aussi, elles doivent être pertinentes, minimales, exactes et mises à jour. Ça veut dire que vous devez vous en tenir au strict nécessaire. C'est pour ça, par exemple, qu'on ne fait plus ça, normalement, en tout cas, on ne collecte plus l'âge des parents, enfin, on ne demande plus l'âge des parents sur les fiches de renseignement parce qu'en réalité, ça ne nous sert à rien. Donc, il y a des données, bon, même si parfois on peut être très curieux de le savoir, mais en fait, on ne doit pas collecter de données inutiles. Ça doit être conservé de manière limitée. Donc, en théorie, ça signifie qu'on n'a pas le droit de conserver des données, des photos d'élèves, des listes d'élèves avec leur date de naissance, leurs adresses, leur numéro de téléphone, etc., d'une année sur l'autre. On est censé supprimer tout ça chaque année de nos outils, en fait. Moi, je sais que je suis récemment retombée sur un vieux disque dur d'il y a quelques années où j'avais pas forcément connaissance de tout ça. Je suis retombée sur des photos d'élèves qui en plus ne me servent pas, parce que je passe pas mon temps à regarder les photos de mes anciens élèves, d'anciennes listes de classes avec les dates de naissance des élèves, avec des données. Du coup, je les ai effacées. Et puis, il y a la question aussi du stockage qui doit être sécurisé. Et c'est pour ça qu'on nous embête un peu des fois en nous disant « attention, c'est pas RGPD », c'est que toutes les données qu'on met sur les élèves, quelque part, si c'est sur des serveurs qui sont pas sécurisés, qui sont pas forcément en France, qui sont pas forcément régis par le RGPD, etc., ce sont des données qui peuvent fuiter. Donc, on doit obtenir le consentement pour tous ces aspects-là. Et en tant qu'enseignant, ça veut dire qu'on est aussi responsable de la sécurité des supports de stockage et de la confidentialité. Ça va de soi qu'on ne partage pas les données des élèves quelles qu'elles soient, que ce soit leurs notes, leur nom de famille, leur date de naissance, etc. Ça questionne aussi sur le fait d'utiliser son ordinateur personnel, de prendre en photo avec son téléphone, etc. Parce que quand on prend en photo nos élèves et que la photo, elle reste ensuite sur le cloud, ça, c'est pas RGPD, par exemple. Ou quand d'autres personnes prennent en photo nos élèves, est-ce qu'on a vraiment la visibilité sur la personne? Qu'est-ce qu'elle fait de cette photo? Est-ce qu'elle l'efface vraiment après vous l'avoir envoyée, etc. Et ça, c'est des choses, en tout cas, à clarifier, à charter peut-être et à expliciter. Et puis, si vous faites voler votre ordinateur personnel avec des données d'élèves, vous prenez le risque que les données qui ne vous appartiennent pas soient perdues et transmises à d'autres personnes. Et puis, trier toutes ces informations, donc ce que je vous disais, trier les photos, les données des élèves, etc. En fin d'année, ça permet aussi de sélectionner avec soin ce que l'on garde et ça me permet de faire le lien avec un autre aspect de l'éthique digitale qui est notre empreinte écologique. Donc il est vraiment important d'avoir conscience que de la consommation énergétique qu'induisent nos pratiques digitales et de pouvoir réduire notre impact autant que possible. Donc ça peut passer par justement le fait de trier et alléger régulièrement toutes les données que nous stockons dans les drives, dans les clouds, dans nos messageries, etc. Ça peut être aussi effacer régulièrement les données inutiles parce que ça contribue à diminuer notre impact lié au digital. Ça peut être aussi faire attention à ce que nous consommons, aux outils que nous achetons, à la quantité. Je vous ai déjà parlé dans un épisode précédent de slow tech, de minimalisme digital. Je ne vais pas revenir dessus, mais vraiment, en tout cas, adopter un esprit minimaliste dans nos pratiques digitales, c'est un bon levier pour pouvoir adopter des pratiques plus éco-responsables. Et à notre hauteur, en fait, le numérique responsable, ça pourrait se résumer à acheter des équipements durables, faire réparer ou recycler quand c'est possible, évidemment, de ne pas prendre ou garder n'importe quoi, donc de trier et de garder que ce qui est nécessaire, que ce soit en termes de données, de photos, etc., mais aussi en termes d'applications. Parfois, on a 4 applications qui servent à la même chose, on n'en utilise qu'une, on peut trier aussi ça. Sécuriser ces données et celles des autres, c'est réduire le temps passé sur les choses qui consomment, en tout cas, d'éteindre plutôt que de mettre en veille, de débrancher nos chargeurs. Et puis, ça va être aussi dans la dimension éthique, il y a aussi une dimension tournée vers l'autre, vers l'humain. C'est aussi accompagner et éduquer les autres vers une meilleure connaissance de ces pratiques, vers une meilleure connaissance de cette éthique digitale. Et puis, enfin,
le numérique responsable, c'est aussi être inclusif dans nos pratiques et du coup, en tant que prof, c'est avoir conscience de la fracture numérique et d'en tenir compte dans ce qu'on fait, dans ce qu'on propose. Tout le monde n'a pas notre connaissance des usages et notre connaissance de fonctionnement et donc on peut mettre un peu de pédagogie là-dedans, que ce soit en direction des élèves et en direction des familles. Et puis, dernier point de cette citoyenneté numérique ou de cette éthique numérique, c'est de faire preuve d'esprit critique autant qu'on le peut pour pouvoir aller questionner et réévaluer régulièrement nos pratiques, notamment à l'aune de cette consommation éco-responsable du numérique. Donc voilà, cet épisode était peut-être un peu fourre-tout, mais l'idée, c'était pas forcément d'approfondir chaque sujet, mais surtout de vous donner envie de les questionner et d'aller creuser ceux qui vous interpellent. Donc j'ai hâte de lire ou d'entendre vos courtoises réactions. Et puis n'hésitez pas à compléter mon propos si vous voyez d'autres points qui pourraient entrer dans cette dimension éthique et citoyenne du bien-être digital. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les autres épisodes du podcast sur mestrucsdeprof.fr ou sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Pensez à attribuer le maximum d'étoiles pour soutenir le podcast et le rendre plus visible quand c'est possible, notamment sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et vous pouvez également me contacter via l'adresse mail contact@mestrucsdeprof.fr. Vos retours, vos commentaires, vos partages, vos questions sont vraiment précieux. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de m'écrire et d'échanger. Et si vous voulez recevoir du contenu supplémentaire 2 fois par mois, inscrivez-vous à ma newsletter sur mestrucsdecoach.fr/newsletter. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.